Guillaume Lascandjarias, vous êtes consultant militaire pour France 24. Avant de parler de la ville de Mariupol, les Russes semblent utiliser des bombes à sous-munitions, en tout cas selon l'ONG Human Rights Watch. De quoi s'agit-il? Est-ce que ça relève de crimes de guerre ou d'un tribunal international, si c'est le cas? Alors, une bombe à sous-munitions, c'est quoi? En fait, en réalité, c'est un conteneur qui comporte tout un tas de sous-munitions, de petites bombes, et qui, en explosant, pollue sur des espaces et des surfaces qui sont quand même assez conséquentes, une zone pour à la fois soit interdire le mouvement, et donc ça fonctionne comme des mines, soit au contraire frapper des objectifs. Le problème, c'est que c'est tellement indiscriminé comme frappe que très souvent les victimes ne sont pas des objectifs militaires, mais des victimes civiles. Et donc c'est une convention qui a été signée en 2008 et agréée par plus de 100 pays en 2010, mais beaucoup de pays n'en sont pas partis, soit qu'elles continuent à se dire qu'elles pourraient l'utiliser, soit carrément qu'elles soient encore pays producteurs. Et parmi les pays qui refusent justement de s'abstenir d'employer ces sous-munitions, vous avez la Russie, qui l'a d'ailleurs fait en Syrie. Alors la résistance maintenant sur le terrain, elle est plus importante que prévu. Néanmoins, les Russes gagnent quand même du terrain. Quelle est leur stratégie? Est-ce qu'ils cherchent d'abord à s'emparer de Mariupol et d'Odessa, par exemple, avant Kiev, la capitale? Vous l'avez dit, en fait, en réalité, la continuité territoriale le long de la mer d'Azov, elle est quasiment gagnée. Et la chute de Mariupol consacrerait justement cette continuité entre les deux fronts, du Donbass et les troupes venues de la Crimée. L'avantage, c'est que ça libérerait comme ça des troupes pour repartir plutôt vers le nord. On peut aussi lire ce corridor humanitaire comme étant une première réponse à cela. La deuxième, c'est que en accordant cette pause opérationnelle et en faisant cette sortie, ça leur permet aussi de dire, voilà, ceux qui resteront ensuite dans Mariupol seront des objectifs militaires, puisque les civils pourront avoir été évacués et normalement pourront être sortis. À partir de ce moment-là, en fait, on bascule d'une obligation qui leur est induite par le droit humanitaire à un objectif véritablement cette fois militaire et qui annonce peut-être d'autres destructions bien plus massives. Par ailleurs, vous avez des informations sur la colonne de chars, de blindés, cette immense colonne qu'on a vue ces derniers jours en direction de Kiev. Alors on a de plus en plus de rapports qui montrent bien que vous avez trois difficultés sur cette colonne-là. Bien évidemment des difficultés logistiques initiales. On a une problématique puisque les plots logistiques sont très loin en territoire, notamment biélorusse et russe, et donc c'est une première complication. La deuxième, c'est l'impossibilité de déboucher en terrain libre, c'est-à-dire qu'on est à la période de ce qu'on appelle la Rasputitsa, la boue. Et donc, on voit des images qui sont de plus en plus nombreuses de véhicules, même à chenilles, qui sont embourbés et incapables de bouger. Et on a le rapport, alors à confirmer peut-être, mais d'officiers russes qui auraient été même tués en voulant réorganiser ce dispositif et ce convoi, qui pourtant pèse toujours comme une menace sur l'encerclement de Kiev, peut être encore ralenti pour plusieurs heures, voire peut-être même plusieurs jours. Plus généralement, quel est leur but ultime? C'est conquérir et occuper l'Ukraine, ce qui sera compliqué pour Vladimir Poutine, ou alors négocier une partition entre l'Est et l'Ouest? Alors là, en fait, en réalité, tout dépend des succès militaires qui vont avoir lieu. S'emparer de Kiev est important pour la Russie parce que derrière la capitale, vous avez aussi le symbole qu'il y a. La chute de la capitale pourrait présager de la chute du pays. En revanche, se pose aussi la question de où restera le gouvernement ukrainien. Si le gouvernement ukrainien quitte Kiev pour se réinstaller à Lviv, il y aura à nouveau des discussions et puis la poursuite des opérations militaires qui est en fait subordonnée à ces réussites-là. Et vous pensez qu'à Kiev, il faudrait du coup s'attendre à des combats de rue, maison par maison? Alors si ça débouche sur ces combats de rue, ça prendra lors de ces cas-là plusieurs semaines, surtout si la résistance ukrainienne est forte. On imagine dans une ville où tout se passe bien, et là on en est loin, qu'il faut à peu près un rapport de force de 8 contre 1 pour pouvoir s'emparer d'une ville. Et quand une troupe avance de à peu près 1 km par jour, c'est bien. Pour mémoire, la ville de Kiev, c'est à peu près 800 km². Merci beaucoup, Guillaume Lascandjarias, pour votre analyse. Merci à vous.